Bonsoir. Avant de commencer, comme c'est le dernier débat de la saison, je souhaitais simplement dire un mot. Pour certains, vous n'êtes pas forcément des habitués des mardis des d'une quinzaine de débats qu'on fait chaque année. On a fait une belle saison. Je voulais remercier tout le bureau et les membres des mardis de manière générale qui ont permis à cette saison d'être aussi belle. Et puis surtout remercier notre public, à Cergy, pour ceux qui ne sont pas encore venus, c'est super vite, n'hésitez pas, et à Paris, où on est ravis de vous voir aussi. Donc voilà, suivez nos informations, puisque les débats reprendront en septembre avec une nouvelle saison, un nouveau bureau. Et merci à tous d'être là, bonne soirée. Madame le ministre, chers camarades, bienvenue à ce débat des mardis d'ESSEC organisé avec le cabinet d'audit et de conseil Mazars, le groupe La Poste et le cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Un ministre, ça ferme sa gueule. Ou ça démissionne. Si l'on s'en tient à ce principe, vous êtes a priori, Madame le ministre, une vraie combattante. Cependant, s'il est des combats dont on comprend que vous les meniez, on peut déceler certaines contradictions dans d'autres. On comprend qu'en tant que ministre de la Culture, vous vous soyez battu contre celui du budget, qui voulait, je vous cite, essorer la culture quand vous envisagiez un vrai projet de service public pour notre exception culturelle. On comprend aussi que la femme ambitieuse, dont le sourire resplendissant a fait perdre la raison à plus d'un frondeur, fondé ou effondré, que cette femme s'attache à combattre le machisme latent de la classe politique. On comprend que l'agrégé de lettres classiques, la romancière, parfois de fesses, s'insurge contre une réforme qui ferait disparaître latin et grec des enseignements à l'école, civis pacem, para bellum. On comprend que, né en Moselle, où vos grands-parents italiens, qui ont immigré vers la Moselle pour fuir Mussolini, on comprend que vous, né en Moselle, où votre père fut mineur et où vous êtes aujourd'hui député, vous soyez attaché aux terres de Lorraine. On espère même que vous êtes bel et bien la reine des quiches. On comprend que vous vous vouliez porteuse de la culture prolétaire à la lecture de votre roman germinal, Les derniers jours de la classe ouvrière, dans lequel vous décrivez le déclin des industries minières et sidérurgiques. À l'est, c'était les corons. La terre, c'était le minerai. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les pères de famille. Il y avait les hauts fourneaux de Florange et les Vendranges. C'était la Lorraine, cœur d'acier. Et les hommes avaient cru que Potiron, au moins, sauverait leurs emplois. Moi, fille d'Angelo, je me suis battu pour leurs droits. Papa aurait été fier de ça. Il était généreux comme seul du pays, et je lui dois ce que je suis. On comprend que ces humiliations sociales, cette aristocratie des mines, ait fait de vous une fervente défenseuse de la solidarité. On comprend donc, non sans admirer votre courage, que vous ayez démissionné du poste de ministre de la Culture pour devenir frondeuse aux côtés de Christian Paul, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Arnaud avec sa superbe et son énorme 6e République. On comprend que vous vouliez contredire ce président roi qui joue du 49-3 comme d'un hocher institutionnel, ce président intoxiqué par la doxa de Bruxelles, qui prône l'austérité, ce président de gauche décomplexé, balayé au départemental et impuissante face au chômage et face à un si petit et si mignon % de croissance dû au prix du pétrole et au taux de Super Mario. On comprend, puisque vous êtes de gauche et puisque Marine commence déjà à cirer ses boots, ses Rangers, ce qu'on comprend beaucoup moins bien, Aurélia Filippetti. C'est pourquoi vous avez dit vous-même pendant 2 ans qu'il fallait tenir le cap. Et comment vous ne vous êtes pas douté que votre très cher François, sic, après avoir repris la Bastille comme 10 mai 81 et fait passer le mariage pour tous, ne tiendrait plus aucune de ses promesses. On comprend moins bien que vous, qui étiez dans les arcanes du pouvoir, ayez été aussi crédule que 51% d'entre nous et n'ayez pas prédit que serait inévitable la révolution copernicienne du socialisme au profit de l'offre, du réalisme, du social-libéralisme. On avait flairé dès le rapport gallois qu'il allait un jour nous nommer un Rothschild ministre en charge de l'ex-adversaire du Bourget, non?
On pouvait l'imaginer que le minuscule budget de la culture baisserait de 6% en 2 ans. Non! On ne comprend pas, by the way, que vous n'ayez pas su que le pouvoir de Matignon est tel que le Premier ministre Geppetto finit toujours par avoir raison du ministre Pinocchio, a fortiori quand le décret d'attribution qui délimite son portefeuille est aussi mince que son titre est honorifique. On ne comprend pas par ailleurs que vous n'ayez pas démissionné plus tôt, puisque votre démission n'a rien changé au sort de Florange, dont la reprise aurait sans doute été possible grâce à une nationalisation temporaire. Le protectionnisme, c'est vrai que c'était poilant quand le regresseur productif se pavanait en marinière, mais bon. Alors on se dit que soit vous vous êtes fait complètement berner, soit vous le saviez, mais après tout, 2 ans rue de Valois, ça ne fait que du bien au CV. Et on ne comprend pas bien, enfin et au passage, qu'en tant que ministre de la République, vous ayez fait grisonnine lors de l'inauguration du centre Pompidou-Metz, au prétexte que les Indèbres en aient été mécènes, et au prétexte que leur famille ait exploité les forges de Lorraine. Mais quoi qu'il en soit, Aurelia Filippi, vous dont l'illustre prédécesseur, André Malraux, eut un jour à prononcer ces mots « Entre ici, Jean Moulin ». Vous, petite fille d'un immigré qui avait fui le fascisme et est mort en résistant dans un camp de concentration après que la Gestapo est venue le cueillir en sa mine, comment comptez-vous vous battre face aux extrémistes d'aujourd'hui dont on apprend qu'ils fichent des élèves à l'école? Que répondez-vous à la marine qui découvre tout d'un coup que son père est pétainiste et nous dit « Je hais mon père est un nazi ». Allez-vous lui chanter en digne Lorraine? Allez-vous lui chanter « Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, vous avez eu des millions d'étrangers, vous avez eu Germanie et Bohème, mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais, mais mon petit cœur, lui restera français. » Bonsoir, Madame Filippetti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme le veut la coutume, vous disposez d'un droit de réponse à la présentation, à la flamboyante présentation effectuée par votre camarade Tristan. Alors d'abord, félicitations d'abord, Tristan, pour ce très beau morceau d'éloquence musicale. Je ne vais pas vous infliger une réponse pour ma part en chantant. Car même si j'ai été ministre de la Culture, qu'on peut être ministre de la Culture sans lire de livre, c'est pas non plus obligatoire de savoir chanter pour être ministre de la Culture. Donc je préfère en rester au discours. C'est une très bonne question. Pourquoi on démissionne à un moment donné et pas plus tôt? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment une ligne est franchie, une ligne rouge, une clause de conscience que l'on se fixe à soi-même? C'est une question d'ailleurs à laquelle il est difficile de répondre d'une manière complètement rationnelle, parce qu'il n'y a pas toujours un événement. Ça aurait pu être Florange, effectivement. Mais Florange, c'est arrivé 4 mois après notre arrivée au pouvoir. Donc c'était un petit peu tôt et j'avais encore oui, beaucoup d'espoir, pour ne pas dire d'illusion. Donc j'ai cru sincèrement qu'il y avait eu un arbitrage au profit du Geppetto de Matignon contre le Pinocchio de l'Élysée. Et c'est finalement à l'épreuve du temps que d'autres dossiers s'accumulant, celui du budget de la culture, celui des intermittents, quelques autres, que j'ai à un moment donné pris cette décision. Puis c'est vrai que c'est une décision qui a plus de sens politiquement quand on n'est pas seul à la prendre, et surtout quand on est ministre de la Culture. J'avais pas un poids politique suffisant, je pense, pour empêcher par ma seule démission la fermeture des hauts fourneaux de Florange, malheureusement. Et bravo en tout cas. Et justement, Seb, qui vous a succédé au ministère après le Fleur Pellerin, déclarait il y a quelques semaines, je cite, « Filippetti a mis tous les dossiers embarrassants sous le tapis, elle n'a rien géré ici. » Vous, avec le recul, avez-vous l'impression d'avoir géré pendant 2 ans de gouvernement? Ça commence bien. Donc d'abord, c'est le canard enchaîné qui écrit ça. C'est pas une déclaration officielle. D'accord. Donc voilà,
ça pour une déclaration de guerre, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'y ai pas répondu. Mais en l'occurrence, sur les dossiers qui étaient évoqués dans cet entrefilet du canard, il s'agissait du dossier du budget. Donc effectivement, j'ai subi une baisse du budget de 6% sur les 2 premières années, 4% puis 2%. Et ensuite, au moment du changement de Premier ministre, avec l'arrivée de Manuel Valls, j'ai réussi à obtenir la stabilisation du budget de la culture pour les 3 ans à venir. Et vous savez tous, ici dans cette salle, qu'un budget, ça se négocie en juin, début juillet. Donc je suis partie fin août, donc c'est bien moi qui ai négocié le budget de la culture pour le prochain triennal. Donc la stabilisation du budget, c'est quelque chose dont je peux me targuer aujourd'hui, y compris si je l'ai laissé à ma prédécesseur. Le deuxième dossier qui était évoqué, c'était le dossier des intermittents, pour lequel j'ai l'année dernière beaucoup bataillé, puisque effectivement c'était suite à l'accord des partenaires sociaux du 21 mars que est montée progressivement la grogne, etc. On a fini par trouver une solution là aussi en sortant l'une des 3 mesures qui faisaient problème, c'est-à-dire un différé d'indemnisation des intermittents, et puis en créant un comité avec 3 personnes pour justement essayer de faire des propositions alternatives. Donc là encore, pas de problème. Et je ne sais plus quel était le 3e sujet. Il y en avait 3. La Philharmonie de Paris. Oui, après c'était des petits sujets. Bon, la Philharmonie, c'est un chantier qui a 15 ans, donc c'est plusieurs ministres de la Culture qui se sont vraiment coltinés ce dossier douloureux et délicat, comme tous les chantiers de grands orchestres lyriques. Hambourg, la facture d'Hambourg, c'est 650 millions d'euros. Et la Philharmonie, bon, ça s'est terminé à 350, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup plus que les 119 millions prévus initialement dans le concours, mais qui est malheureusement la suite d'une série de décisions et de non-décisions au cours des 10-15 ans passés. Donc finalement, les seuls reproches qu'on peut faire, c'est qu'on peut lier à cette limitation de budget. Ah non, j'ai pas dit que j'étais exempt de reproches, ni que tout était parfait. Mais en tout cas, sur ces 3 sujets-là, non. Moi, je pense qu'effectivement, la plus grosse difficulté que j'ai eu à affronter, c'est la baisse du budget. Pour un budget qui représente 0,75% du budget de l'État, participer à l'effort de redressement des finances publiques, puisque c'est comme ça qu'on dit, l'impact sur les finances publiques est vraiment totalement négligeable. Or, l'impact sur les territoires et sur la culture elle-même, il est très sensible. Et malheureusement, ça a eu des conséquences très concrètes. Par exemple, j'ai été obligée de diminuer les budgets que l'État alloue aux conservatoires de musique et de danse dans toutes les communes, les départements, les régions de France. Donc certes, l'État n'est pas le premier financeur de ces conservatoires, mais néanmoins, ça fait des baisses importantes, et même maintenant, on en est carrément à ce que l'État soit totalement sorti du financement des conservatoires. Donc, vous voyez, ça avait un impact très lourd, et parfois, j'ai souvenir à La Courneuve, le conservatoire de La Courneuve, ou celui d'Aubervilliers. Vous voyez, il y a évidemment un aspect social, le travail sur la citoyenneté, comment faire pour récupérer et occuper des élèves, mais surtout les amener à sortir et à avoir une autre vision de leur propre vie par la musique, par la danse, etc. Bon, bah, c'est quand même extrêmement dommage, surtout pour un gouvernement de gauche, d'en être amené à ça. Donc ça, je l'ai regretté, oui, profondément. Ça a été très dur. J'ai essayé de gérer ça pour que ce soit le moins injuste socialement possible, que ça pèse sur des établissements comme par exemple l'Opéra de Paris qui avait les moyens de compenser par du mécénat, mais c'est pas toujours facile. Vous parlez des déceptions que vous avez vis-à-vis de ce gouvernement de gauche. Maintenant que vous avez une certaine distance, vous êtes Moselle, sur cette vie politique, quel regard portez-vous sur le gouvernement actuel, sur le socialisme qui est pratiqué par le gouvernement actuel, et est-ce que le congrès de Poitiers, à venir, a une nouvelle réponse à apporter? J'espère, on va voir dans les résultats des votes. La question, en fait, c'est est-ce qu'un congrès, ça sert à quelque chose, c'est pertinent quand un parti est au pouvoir?
Alors évidemment, les tenants de la motion du gouvernement nous disent qu'en gros, on ne devrait pas avoir de congrès. Sauf qu'on s'est quand même pris 4 défaites électorales successives. Et qu'il y a un vrai mécontentement chez une grande partie de notre électorat. À partir de ce moment-là, il y a 2 solutions. Soit on continue comme si de rien n'était, et on considère que le Parti socialiste est là pour construire un village Potemkin, faire croire, faire semblant que tout aille bien dans ce pays et que les gens soient contents pour soutenir le gouvernement, soit on considère que le rôle d'un parti, y compris quand on est au pouvoir, c'est aussi de savoir parfois tirer la sonnette d'alarme, dire ça ne va pas, rappeler les orientations sur lesquelles on a été élu, bref, être une sorte d'aiguillon du gouvernement, y compris sous la Ve République, qui est quand même un régime extrêmement monarchique. Donc moi je pense que ce congrès, il a tout son rôle pour essayer d'empêcher que 2017 soit une répétition de 2002. Parce qu'en 2002, on ne s'y attendait pas, à la présence du Front National au 2e tour. Là, on a quand même toutes les raisons de s'y attendre. Donc il faut qu'on trouve le moyen d'ici là de réagir pour empêcher cela. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez injecter une forme, une espèce de socialisme authentique qui est très attaché au socialisme, à son histoire, en particulier à son électorat historique? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont les opérations de coup de poing, les réformes que vous souhaiteriez mettre en place? Je pense que déjà, on a toujours intérêt, on peut gagner une élection qu'en s'appuyant sur son électorat. Qu'il faut, avant d'aller chercher des voix ailleurs, ça c'est une stratégie de 2e tour, il faut d'abord bien rassembler son propre camp. Ce que je constate, c'est que le mécontentement, il ne vient pas que des frondeurs. Que le 49.3 sur la loi Macron, s'il n'y avait eu que les frondeurs, il n'aurait pas été nécessaire. Alors votre camp, pardon, quel est-il? Mon camp, c'est celui de la gauche, et clairement, et je considère que c'est aussi celui finalement de la campagne de 2012. Parce que le problème, c'est qu'en 2012, moi j'étais dans l'équipe de campagne proche, on a fait une campagne qui était à gauche. On a gagné sur un programme de gauche, raisonnable, pas révolutionnaire, pas pour renverser la table, mais quand même avec évidemment l'objectif de réduire les déficits, d'avoir une gestion prudente, etc. Une bonne gestion, mais aussi, et surtout, je dirais, de réduire le chômage et d'avoir un programme de justice sociale, fiscale, etc. Ce n'est pas ce qui a été mis en place ensuite. Quand on a parlé du CICE, par exemple, dans notre projet, là, pour le Congrès, on réoriente une partie des 40 milliards d'aides aux entreprises. On dit qu'il faut revenir, là encore, aux engagements de 2012, c'est-à-dire qu'on avait promis 20 milliards à ce moment-là d'aides aux entreprises. Donc on garde ces 20 milliards et on fait une fusion du CICE avec le crédit d'impôt recherche. Pourquoi? Parce que justement, le crédit d'impôt recherche, il est ciblé sur un investissement productif. Donc il faut que ces aides aux entreprises, elles servent à l'investissement productif. Et pas qu'elles n'arrivent pas dans l'escarcelle de l'entreprise un an après, alors que celle-ci n'a même pas... souvent, c'est ce qui s'est passé quand même, c'est qu'elle n'avait même pas la certitude vraiment que les aides allaient être versées, donc du coup, ils n'ont pas pu faire d'anticipation. Ils se retrouvent au bout d'un an avec une somme qui finalement, après, est consacrée soit au pire à augmenter les dividendes versés aux actionnaires, ou alors tout simplement à récupérer un peu de marge. Bon. Mais donc réorienter les aides aux entreprises, ça ne veut pas dire ne plus faire d'aide aux entreprises, ça veut dire on fait 20 milliards ou 25 milliards, et le reste, ça nous permet de financer par exemple quoi? Le budget des collectivités locales. Parce que là par contre, diminuer drastiquement les ressources des collectivités locales, ça a un impact direct sur l'investissement et sur donc l'activité dans tous nos territoires, dans tous nos départements, puisque les collectivités, c'est 75% de l'investissement public aujourd'hui en France. Donc, là encore, ça ne veut pas dire que les collectivités doivent continuer d'augmenter leurs dépenses de personnel, etc. Mais ça veut dire qu'il faut quand même leur permettre de soutenir l'investissement, et pas seulement l'investissement d'ailleurs, mais aussi les activités, notamment culturelles, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a 150 à 200 festivals qui ont été tout simplement supprimés cette année parce que les collectivités ne pouvaient pas les financer en raison des baisses des dotations. Donc voilà, ça c'est des exemples concrets de ce que l'on propose. Donc on ne propose pas d'augmenter la dépense, on ne propose pas d'augmenter les impôts,
Et on propose de répartir différemment le fruit de l'effort de tous les Français. Et on demande enfin la mise en place de la fameuse réforme fiscale qui est tant promise par la gauche, parce que ça remonte déjà à 2007, dans la précédente campagne présidentielle. On avait déjà beaucoup travaillé sur la réforme fiscale, avec une fusion d'impôt sur le revenu de la CSG, en rendant d'abord celle-ci plus progressive, etc. Pourquoi cette réforme fiscale? Parce que là, on a été amené à augmenter de manière assez massive les impôts les 2 premières années. Donc il y a eu un fort mécontentement de tous les Français qui ont vu leurs impôts augmenter, mais sans qu'il y ait un bénéfice sur une amélioration du système fiscal global. Si on avait fait une réforme, certes, ça fait toujours des gagnants et des perdants. Donc, il y aurait eu forcément des mécontents, bien évidemment. Mais au moins, on aurait mis en place un système plus juste et de bonne base pour préparer l'avenir. Cette réforme fiscale que cette gauche au gouvernement ne peut pas faire, cette gauche, c'est quelle gauche maintenant? Est-ce que vous pensez que la gauche au pouvoir s'est un peu aphasie depuis son arrivée, et est-ce que finalement le Congrès ne serait pas là pour la revigorer un peu? J'espère que ça sera ça. Je souhaite que ce soit ça. Moi, je pense que... Ah, je vois la photo, oui, c'est ça. Drôle de photo. Je souhaite que ce soit plus cette photo-là, voilà. Il n'y a pas de fatalité pour un parti de gouvernement, mais en particulier pour la gauche, à forcément décevoir. Et à forcément, je dirais, trahir ses électeurs ou son électorat. Il n'y a aucune fatalité à ça. Donc on a besoin de retrouver tout simplement un élan, une confiance. Même au sein du Parti Socialiste, on a perdu à peu près un tiers, voire peut-être la moitié, disons un tiers de nos militants depuis le dernier congrès. Chez moi, en Moselle, il y a 650, donc il y a 1 million d'habitants, on est à 950 adhérents au Parti Socialiste. Donc c'est ridicule, c'est tout petit. On en a perdu 650 depuis le dernier congrès. Et si on parle de 2007 et de la campagne qui avait permis aux militants à 20 € de venir massivement et de participer au débat, etc., là, on a perdu, on est à 25% de ce qu'on était à l'époque. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un problème. Mais c'est un problème d'ailleurs aussi qui dépasse simplement le cadre du Parti Socialiste, c'est un problème de confiance dans les partis politiques en général. Donc justement, on parlait de la Moselle. Après votre départ du gouvernement, vous êtes retourné localement sur place. Dans les derniers jours de la classe ouvrière, il semble que la plus grande crainte soit que la Moselle sombre dans un silence profond, dans un silence de mort. Et est-ce que localement, le Parti Socialiste a encore les moyens de rompre ce silence? Écoutez, la réalité, c'est que la Moselle est l'un des départements où le Front National fait ses plus gros scores. Encore aux élections départementales, ils ont caracolé largement en tête, à plus de 30%. Tout l'est de la France, d'ailleurs, la nouvelle région Alsace, c'est-à-dire Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, le Front National est en tête. Donc, c'est qu'on a un problème pour nous adresser à nos électeurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des vieilles régions industrielles et que les gens qui travaillaient dans ces industries, évidemment, ont été frappés très durement par la crise. On a perdu 14% de l'emploi industriel en Lorraine au cours des 10 dernières années. Donc la fermeture de Gandrange, puis des hauts-fourneaux de Florange, c'était le symbole de ça. Et que les gens ont eu l'impression que finalement on ne s'est pas assez préoccupé d'eux. D'où l'importance de cette promesse de Florange d'ailleurs. Pourquoi ça a une telle dimension? Parce que c'était finalement dans la campagne, au moment où François Hollande monte sur la camionnette, personne d'ailleurs ne lui avait demandé de monter, il l'a fait tout seul. Mais voilà, tout à coup, il a réveillé quelque chose, un espoir qui était là, qui était latent et qui ne demandait qu'à s'exprimer. Et donc, il a suscité un élan qui a dépassé aussi, je crois, simplement le cadre de Florange, mais ça a été un symbole pour toute une population. On dit, moi j'ai appelé mon livre Les derniers jours de la classe ouvrière, parce que
on a eu l'impression à un moment, ce que disait Pierre Mauroy, Mauroy avait dit ça à Jospin, le mot ouvrier était devenu un gros mot. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui se sont sentis oubliés pendant des années, oubliés de la politique et oubliés aussi par la gauche. Et que là, tout à coup, ils se disaient, ça y est, on nous a entendus, on va s'occuper de nous et surtout, voilà, comprendre ce que l'on vit et l'importance de notre travail, pas seulement pour nous, mais aussi pour le pays. Pourquoi est-ce que la gauche n'a pas réussi à capter ces oubliés, ne réussit plus plutôt à capter ces oubliés, ces exclus, qui sont d'ordinaire le camp, le terreau du vote de gauche? Parce que pendant quand même assez longtemps, on s'est fondu dans une posture vis-à-vis de la politique industrielle extrêmement timorée. C'est-à-dire que je crois... moi, je suis très pro-européenne, hein, je le dis tout de suite, parce que j'ai fait des combats pour le oui et tout. Bon, je suis vraiment très europhile. Mais je crois quand même qu'il y a vraiment un problème dans la politique économique telle qu'elle est conçue au sein de l'Union européenne par les différents dirigeants de chacun des États membres, c'est cette vision qui néglige totalement l'industrie. Et négliger l'industrie, c'est pas seulement négliger une part de notre économie, c'est aussi négliger donc le travail. Et le travail de ces gens qui sont dans l'industrie, qui représentent encore en France une partie non négligeable hein, des salariés de ce pays. Donc je crois que ça, cette sensation d'être oublié, voire d'être méprisé, cette sensation que l'industrie n'a plus sa place, que l'idéal d'une France sans usine, une économie uniquement de services, etc. Je crois que ça a fait beaucoup de mal aussi symboliquement dans le discours qu'a porté aussi une partie de la gauche. Et que mais Sarkozy d'ailleurs l'avait aussi compris pour la droite, puisqu'en 2007, quand il fait sa campagne, vraiment l'un des slogans qui a le mieux marché dans sa campagne, qui a fait le déclic, c'est travailler plus pour gagner plus. Et ça touchait tout le monde, et ça touchait notamment des ouvriers. Donc, pas forcément les mêmes, mais une partie des ouvriers, il y a toujours eu une partie des ouvriers qui ont voté à droite, hein, d'ailleurs. Mais ces gens-là ont été profondément, ils se sont dit oui, nous c'est ça ce qu'on veut. C'est-à-dire la valeur travail chevillée au corps, et on a le mérite de du travail que l'on fournit. Et à un moment, c'était passé de mode. Alors maintenant, ça revient un petit peu. On a souvent associé aussi l'idée d'une politique industrielle nationale à une forme de protectionnisme, comme le disait Tristan tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il faut employer le terme protectionnisme, que je n'aime pas trop, mais aux États-Unis, c'est un fait, il y a une politique industrielle américaine, très nette. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à utiliser toutes sortes de barrières tarifaires, non tarifaires, etc., pour protéger telle ou telle industrie dont ils font des priorités. Dans les différents pays, au Japon aussi, enfin, en Allemagne, il y a une politique industrielle très nette et qui passe largement devant leur adhésion et l'importance qu'ils donnent à la politique européenne. La France a toujours une espèce de complexe à vouloir développer une vraie politique industrielle, comme si on avait peur d'être taxé de nationalisme ou de protectionnisme. Et ça aussi, Marine Le Pen, elle surfe aussi là-dessus, en mélangeant justement le nationalisme avec l'idée de protéger les emplois, ce qui n'est pas la même chose. Vous défendez donc une politique industrielle dynamique, dynamique, plus performante, productiviste. Oui, productiviste, je ne sais pas, parce que on peut développer des énergies vertes, enfin voilà, et puis d'ailleurs, pardon, mais je trouve, mais quand j'étais ministre de la Culture, moi je considérais que la culture et les industries culturelles, ça faisait partie vraiment d'un modèle de développement économique. Et qu'on avait aussi, en France, la chance d'avoir des secteurs d'excellence dans le domaine culturel et qu'il fallait qu'on les valorise. Bien sûr, parce que c'est notre vision du monde, notre vision de la société, un levier d'émancipation individuelle et collective, mais aussi parce que c'est une formidable richesse économique. Donc j'avais fait travailler l'inspection des finances, parce que je m'étais dit, si je fais travailler juste le ministère de la Culture, jamais personne ne va prendre cette étude au sérieux. Donc j'avais demandé à l'inspection des finances de faire une étude sur le poids économique de la culture, qui avait donné des résultats étonnants, puisqu'ils avaient trouvé que vraiment les secteurs culturels, au sens
très strict, très étroit du terme, hein, c'était quand même déjà 3,2% du produit intérieur brut pour la France. Et donc c'était plus que l'industrie, ou quasiment la même chose que l'industrie automobile, que l'industrie chimique. Enfin bon, il y avait vraiment un poids économique très fort. Si on prend l'exemple du cinéma français, c'est une parfaite réussite en matière aussi industrielle. Et donc, si on revient à la Moselle, et on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, et pourquoi vous, justement, bon, vous avez d'abord choisi d'enseigner à l'Académie de Versailles, ouais. Vous avez été député de Moselle, oui. Ouais. Vous êtes allé au ministère de la Culture et de la Communication sous les ordres de la République, puis finalement, ensuite, vous retournez à votre poste de député de la première circonscription de Moselle, donc la ville de Metz. Donc, pourquoi ne pas agir localement dans des régions de la Moselle qui ont vraiment besoin d'une socialiste comme vous? Ben, je le fais en tant que députée, et puis je suis aussi élue au conseil municipal de Metz, mais j'ai toujours, même quand j'étais ministre, hein, j'ai toujours gardé mon ancrage local. Pour moi c'est essentiel. Moi je pense qu'on ne fait pas de politique si on n'est pas élu. Je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle on s'engage en politique, c'est parce qu'on veut défendre des gens et essayer d'améliorer la vie des gens. Et il faut un petit peu les connaître quand même pour les défendre. Et donc, être élu et avoir la sanction du suffrage universel à la fin d'un mandat, c'est la meilleure garantie qu'on ait pour ne pas être totalement coupé du monde. Vous parlez des ordres de la République, c'est très vrai. On peut être très facilement brisé par ça. Et on peut très facilement vivre dans une bulle. Hein. C'est une sorte d'hubris comme ça qui peut vous saisir. Pour ça, vous avez des lampes de mineurs, vous aviez des lampes de mineurs dans votre bureau. Hein. Exactement. Ouais, ça fait partie des choses pour se rappeler d'où on vient. C'est assez... mais je pense que c'est parfois salutaire. Surtout en France, parce que vraiment, je reviens là-dessus, mais je pense qu'on a un problème vraiment en France avec notre régime institutionnel. Et que je crois que l'une des raisons, on parle souvent des blocages français, mais je pense profondément que l'une des raisons de ces blocages, de ce sentiment un peu de dépréciation que la France a souvent, c'est qu'on a un système institutionnel qui est obsolète, qui est totalement dépassé, que ce système quasi monarchique, où le président de la République vraiment peut décider de tout, ça va des grandes lignes de la politique économique à la nomination de X ou Y dans telle sous-administration. Et finalement, dans ce système, le Premier ministre est un collaborateur du président, et les ministres, si le président l'envisage comme ça, les ministres peuvent être vite des marionnettes qui jouent le rôle de figurants et qui font ce qu'on leur demande de faire. Donc ça ne va pas. Là, il y a un problème. Et la majorité parlementaire, derrière, vous voyez avec ce qui se passe avec nous, on nous appelle les frondeurs, comme sous l'Ancien Régime, c'est tout dire. La majorité est censée être au pas, donc suivre la politique qui est décidée par le gouvernement, y compris quand elle peut sembler mauvaise. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis vraiment favorable à un régime parlementaire, parce que je pense que c'est beaucoup plus, infiniment plus démocratique, et ça permettrait des évolutions beaucoup plus profondes. Alors pourquoi, au sein de la motion que vous défendez, et qu'on vient de Poitiers à venir, pourquoi... Et vous avez lu toutes les motions, et vous avez... C'est bien, je vous félicite. Justement, pourquoi vous ne défendez pas d'abord... Je suis pas sûre que tous les militants socialistes aient fait ça. Hein. Qui m'ont dit qu'on n'est pas militant socialiste. Oui, mais pas tous. C'est le bleu, c'est ça. Donc, pardon. Oui, pourquoi ne pas axer vos principales réformes sur des renouveaux institutionnels, des réformes institutionnelles, plutôt que de vous différencier de cette notion A via des réformes égalitaires, réformes fiscales, réformes bancaires? Pourquoi ne pas davantage enclencher des réformes institutionnelles? Bon, d'abord, on le met, hein, quand même. C'est dans la 6ème République et dans le texte de la motion. Personne n'est parfait. Voilà, on le met. Mais en même temps, c'est vrai qu'on s'est distingué de la politique du gouvernement sur des points bien précis, notamment sur le budget. Et l'opposition
au sein du groupe socialiste, elle est née là-dessus. Et ça n'était pas une opposition qui est venue comme ça de nulle part. Ce n'est pas une contestation d'une position qui aurait été définie par le parti de manière démocratique. C'est justement revenir un petit peu à l'esprit de la campagne de 2012 et aux engagements qui ont été pris en 2012. Et sur les engagements qu'on estime non tenus ou bien légèrement dévoyés, il y a notamment cette question fiscale, la question de la réforme fiscale, la question de la répartition des aides, la question de faire peser tout l'effort sur une politique de l'offre et du coup d'oublier le soutien au pouvoir d'achat des ménages, classe moyenne, classe populaire, même si ça a été un peu compensé par la suppression de la première tranche, bon bref. Mais c'est ça qui a créé le désarroi. Il y a plein de sujets sur lesquels on est parfaitement en accord, on n'a pas une opposition systématique. La loi santé, on l'a votée, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il y a d'autres sujets. Moi, par exemple, j'ai voté contre la loi sur le renseignement. Mais tous les fondeurs n'ont pas fait ça, loin de là, on était 10 en tout. Mais là, j'estimais que c'était pour moi vraiment une sorte de liberté de conscience que je devais exercer sur un texte qui touche aux libertés individuelles et qui ne correspondait pas à, là encore, aux engagements, pas du tout, qu'on avait pris en 2012, notamment sur la protection des sources des journalistes. On avait dit qu'on renforcerait la protection des sources des journalistes, qu'on améliorerait les libertés publiques, la protection des données sur Internet, etc. Tout ça me semblait vraiment là contradictoire. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Sinon, sur les autres textes, on les vote, bien sûr. Vous parlez des concepts, des idées qui vous rassemblent. En particulier, il y a la question de l'écosocialisme, qui revient dans pratiquement les 4 notions que vous avez esquissées tout à l'heure en parlant de politique industrielle non productiviste. Alors, un petit mot peut-être sur l'écosocialisme. Oui, c'est justement l'idée que finalement on doit aujourd'hui avoir un modèle de développement, bien sûr, qui s'adapte aux nécessités du changement climatique, par exemple, mais aussi aux contraintes de la finitude des ressources. Et qu'on peut développer un schéma de croissance économique, c'est ça qui nous distingue d'ailleurs de certains écologistes qui prônent la décroissance. Mais pour nous, c'est un schéma de croissance économique basé sur le développement, par exemple, des industries vertes et d'activités, d'ailleurs, qui sont des activités non productrices de pollution ou autres externalités négatives. Donc c'est ça, l'idée, c'est qu'on mette vraiment l'accent sur le développement de toutes les filières, énergie renouvelable, toutes les énergies renouvelables, la biomasse, etc. Enfin, tout ce qui permet, puis les circuits courts, les circuits industriels courts qui permettent de recycler les déchets issus d'un process de fabrication d'une usine pour s'en servir comme matière première pour une seconde entreprise, etc. Enfin, tout ça crée de l'activité, crée de l'emploi sur les territoires, crée des activités non délocalisables souvent. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de cet écosocialisme. Mais là encore, hein, sur la loi biodiversité, sur la transition énergétique, on a été en accord avec le gouvernement sur ces questions, sur la COP21 à la fin d'année. Il n'y aura pas une voie divergente des frondeurs par rapport à la position française sur la COP21. Vous affirmez ce n'est pas facile la politique quand on est une femme. Et vous relayez beaucoup d'articles en ce moment, notamment sur Twitter, notamment le manifeste des journalistes politiques de Libération. Et donc vous qui étiez dans ce gouvernement qui a instauré le quota de ministre, qui a aussi instauré des quotas sur les listes électorales, est-ce que vous avez l'impression qu'en agir encore politiquement au plus haut niveau sur cette question? Oui, on a fait beaucoup. La parité au gouvernement, c'était vraiment très important symboliquement. Moi, j'ai veillé dans les nominations au ministère de la Culture. Quand je suis arrivée, on avait 90% des directions d'établissements relevant du ministère de la Culture qui étaient des hommes. Et donc, je me suis demandé, sans vouloir faire des nominations systématiques de femmes, comment on pouvait faire. Donc, j'ai mis en place des jurys. En plus, c'était plus démocratique, là aussi, parce que je voulais en finir avec un système de nomination un peu arbitraire ou du fait du prince. Donc j'ai mis en place des jurys paritaires.
et en demandant à ce que les candidats présentent des projets. Et ce qui peut sembler étonnant, c'est qu'apparemment ils n'en présentent pas, mais bon, ils devaient présenter des projets, et puis le jury devait faire ensuite une liste, une shortlist, qui elle aussi devait être paritaire. Donc en général, on présentait une liste de 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes. Et à ce moment-là, le choix s'effectuait sur, évidemment, les critères du projet, dans une liste qui était elle-même paritaire. Eh bien, 1 an après la mise en place de ce système, on est passé d'environ 17% de femmes qui candidataient pour les postes à responsabilité à 50% de femmes candidates. Et ça, pour moi, c'était vraiment ma principale victoire. C'était d'avoir réussi à faire sauter le verrou psychologique qui, finalement, empêchait les femmes de candidater parce qu'elles avaient totalement intériorisé l'idée que, de toute façon, elles n'auraient que très peu de chances d'être sélectionnées parce qu'elles étaient des femmes. Donc, ça a permis d'ailleurs, après, d'avoir dans les nominations, des nominations qui étaient globalement paritaires, c'est-à-dire que j'ai nommé, il y a beaucoup de nominations au ministère de la Culture, hein, j'ai dû faire une centaine de nominations, et grosso modo, c'était à peu près autant d'hommes que de femmes, mais sans que jamais je me sois dit, je vais nommer à cette place-là une femme, parce que c'est une femme. Et vraiment, voilà, ça a très bien marché, ça a débloqué quelque chose. Mais sinon, le monde de la culture, comme celui de la politique, est très fort, très phallocratique. Notamment dans le domaine de la musique. Je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi il y a des musiciens. Il y a très peu de femmes, il n'y a quasiment pas de femmes chefs d'orchestre, des directrices d'opéra, voilà, j'en ai nommé une, à Montpellier. Il y a été un moment inventé le système, les musiciens passent des auditions derrière des rideaux maintenant, pour justement empêcher qu'on juge différemment hommes et femmes. Et alors les femmes, on leur recommande de ne pas mettre de talons. C'est pour vous dire où on en est, parce que sinon ça s'entend quand elles arrivent. Où on en est encore aujourd'hui, en 2015. C'est quand même, voilà, ça prouve qu'il y a encore du chemin à faire. Finalement, TF1 et The Voice n'ont rien inventé. Une des conclusions des articles que vous avez relayés sur Twitter consiste à dire que cette phallocratie ambiante, encore régnante en politique, va s'estomper, que les jeunes élus ont des mentalités différentes et sont moins portés sur la petite blague machiste, la petite remarque désagréable. Est-ce que vous le constatez, est-ce que vous y croyez à cette conclusion, ou est-ce que... Oui, je crois que les jeunes, aujourd'hui, en tout cas à l'Assemblée, on voit bien qu'il y a une différence très nette chez les jeunes députés. Quand il y a des remarques machistes venues des vieux de la vieille dans l'hémicycle, les jeunes hommes députés sont avec les femmes pour vraiment dénoncer ces dérives. Donc là, il y a vraiment eu un gap. Et c'est en grande partie grâce à l'augmentation aussi du nombre de femmes à l'Assemblée. Quand j'ai été élue en 2007, on était 13% de femmes. Et maintenant, on est à peu près 24% de femmes. Donc ce changement fait que dans les réunions de commissions, etc., vous avez plus de femmes, donc les femmes prennent plus la parole, donc elles sont plus écoutées, parce que quand il y a une seule femme qui prend la parole dans une assemblée d'hommes, tout de suite, la femme n'est jamais neutre. C'est ça le problème, c'est que le féminin, c'est comme dans la langue française, le genre masculin, c'est aussi le neutre. Et le féminin n'est pas neutre. Donc quand une femme parle, il y a toujours plein de choses qui viennent parasiter la manière dont son discours est reçu. Alors qu'un homme, il peut être, voilà, on va beaucoup moins juger son apparence, son aspect, son timbre de voix. Voilà, on est handicapé par ça quand on est une femme. Et alors il reste certains bastions, c'est vrai. Parce que la parité, sur le papier, c'est bien, mais après, quand on monte dans les responsabilités, on le voit, par exemple, au sein de la commission des finances, sur 75 députés, nous sommes, je crois, 10 femmes. Et dans les postes au Conseil des ministres, les ministères, en tout cas à l'époque où j'y étais, tous les ministères qui étaient amenés à parler systématiquement à chaque Conseil des ministres, c'est-à-dire le président, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, à chaque fois c'était quasi le ministre de l'Intérieur, c'est comme par hasard toujours des hommes.
Ce qui fait que si on enregistrait le Conseil des ministres, il y aurait beaucoup plus d'hommes qui parleraient que de femmes. Ah oui, photo de classe. Eh bien, on va maintenant mêler vos deux passions, littérature et politique, dans un petit jeu de notre invention. Alors, le principe est très simple. On vous donne un personnage plutôt connu du patrimoine littéraire, à la psychologie bien trempée, bien marquée, et 3 personnalités politiques. C'est simple, il faut celui que vous... que j'associe le mieux au personnage. Voilà. Je On commence donc avec le Rastignac. ne sais pas pourquoi j'étais sûre qu'il allait y avoir Rastignac. Oh là là. Donc vous avez reconnu Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Emmanuel Valls. Je sais pas. Finalement, aucun des 3. Moi, je suis pas. Je crois que Macron, il est provincial. Donc, il y a un petit côté. Pour le physique, Macron, il correspond plus au personnage. Mais il est quand même un peu plus sympathique. Il est quand même très sympathique. Gavroche. Benoît Hamon, Tsipras et Philippot. Ah, Benoît Hamon. En plus, il porte très bien la casquette. Et puis, il a un côté... Un côté barricade, un côté... Oui, bien sûr, un côté barricade, mais là, il vient de tomber sur la barricade des élections régionales d'Île-de-France. Donc, mais c'est bien, parce qu'il y va, il monte avec son drapeau rouge, il va au combat. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il est parti fin août du gouvernement, alors qu'il était... vraiment, personne ne lui demandait de partir, contrairement à ce qui a pu être raconté. Il était vraiment, il aurait pu tout à fait rester ministre de l'Éducation nationale, il aimait beaucoup ce ministère, et voilà, il a choisi de partir par fidélité à ses convictions. Et pour terminer, pardon, la princesse de Clèves, le corps entre Ségolène Royal, Nathalie Kosciusko-Morizet et Hillary Clinton. Alors là, Hillary Clinton, je ne vois pas du tout le rapport. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, voilà. Parce qu'elle est vraiment très romantique et voilà, c'est quelqu'un que j'ai de l'estime, voire de la sympathie. Ségolène aussi, d'ailleurs, mais je vois mieux Nathalie dans ce rôle. Très bien. Donc, il est temps de parler de culture et de parler du patrimoine littéraire, culturel français en particulier, puisque vous êtes très attaché à l'exception culturelle française. Vous l'avez démontré récemment à Princeton. Et en même temps, un petit peu en amont de cette soirée, vous avez déclaré ne pas être attaché au terme de protectionnisme. Pourtant, on associe souvent exception culturelle française et protectionnisme culturel. Alors, en quoi l'exception culturelle française n'est-elle pas un protectionnisme culturel? D'abord parce qu'elle n'est pas française, spécifiquement. C'est-à-dire qu'on a toujours veillé à ce que l'exception culturelle, les mécanismes d'exception culturelle, puissent permettre aussi de financer, de soutenir des œuvres qui soient créées en France par des artistes de toute nationalité. Donc il n'y a pas ce critère de nationalité. Et de la même manière, c'est plutôt d'ailleurs un concept européen qui a été porté par la France, mais dans le cadre des négociations, là en ce moment, du traité transatlantique, donc c'est une position européenne que la France a réussi à imposer en disant que ça serait une ligne rouge sinon. Donc c'est pas quelque chose qui vise à protéger les artistes français. On s'est appuyé sur la notion de diversité culturelle, qui elle est reconnue en droit international, notamment depuis la convention de l'UNESCO de 2005, qui permet de mettre en place un certain nombre de systèmes de régulation, de réglementation, pour éviter la disparition de certaines cultures, entre guillemets minoritaires, de certaines langues. Donc il y a le critère de la langue française, ou les langues d'expression européennes, qui est aussi pertinent. Mais ça ne veut pas dire que ce soit, c'est pas un mécanisme qui est fait pour protéger je ne sais quelle culture
franco-française nationaliste. C'est pas ça. C'est une vision universaliste de la culture qui considère que les biens culturels ne doivent pas être soumis aux mêmes règles de marché, de simple concurrence, que les biens matériels classiques. Et pourquoi? Parce que sinon, si on prend le cas du cinéma, avec le cinéma américain qui est totalement amorti rien que sur le marché américain, avec 350 millions de spectateurs, ils pourraient faire du dumping et donc inonder le marché européen de films, c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans les pays. Hein. Et si c'était simplement les lois du marché, du prix, de la concurrence, comme ça, on n'aurait plus aucun film français, européen ou d'expression française de langue européenne sur nos écrans. C'est ce qui s'est passé au Mexique, où depuis 1995, avec l'ALENA, donc les Mexicains avaient essayé de mettre en place des systèmes pour imposer des quotas de distribution de films mexicains dans les salles de cinéma mexicaines. Avec l'ALENA, on leur a dit ce n'est plus possible, parce que vous entravez la libre concurrence et les lois du marché. Et aujourd'hui, dans les cinémas mexicains, il y a 99% de films américains. Et pourtant, le cinéma mexicain a une grande tradition et maintenant les cinéastes mexicains produisent à Hollywood. Donc, il y a des moments où le simple respect des lois du marché ne permet pas de garantir la diversité culturelle. Et c'est pourquoi on adopte à ce moment-là des mécanismes de régulation qu'on appelle l'exception culturelle. Comment vous expliquez que le cinéma américain phagocyte comme ça l'offre cinématographique européenne? François Bégodeau, qui est venu en février, vous avez coécrit un ouvrage, disait que le film grand public américain était de meilleure qualité que le film grand public français. Donc une explication en termes de jugement sur la qualité des films. Est-ce que vous ne pourrez pas expliquer ce succès des films américains différemment et donc manifester l'échec des politiques d'exception culturelle française? Alors, pour moi, la force du cinéma américain, c'est que les Américains ont toujours défendu leur cinéma. Ils ont toujours considéré que le cinéma, c'était quelque chose d'éminemment politique. Parce que le cinéma, il donne une représentation du monde. Et le cinéma américain a aidé à construire l'identité américaine. C'est-à-dire que ça a forgé, avec notamment, évidemment, tous les westerns, les Quête de l'Ouest, etc., qui se sont racontés leur roman national à travers le cinéma. Ça a été l'invention du cinémascope pour justement l'alliance de la technique avec un objectif autant politique qu'artistique, donc de filmer ces immensités comme ça qui étaient ensuite conquises par les pionniers. C'était évidemment un récit politique de l'histoire des États-Unis, qui a été tellement fort, tellement juste, c'est là qu'il a raison quand il dit que c'est des bons films, c'est des très bons films, qui donnent envie, on y est, quoi, on s'y projette. Et c'est même tellement fort que même des gens qui vivent en Inde, en Lorraine ou ailleurs, se sentent quasiment voilà, comme des pionniers du 19e siècle américain quand ils voient ces films-là. Mais surtout, parce qu'ils ont donné une dimension très politique à leur cinéma tout de suite. Et d'ailleurs, ils ont une politique industrielle du cinéma aux États-Unis qui est absolument incontestable. Si Obama est souvent à Hollywood, c'est pas seulement pour récolter des fonds, parce qu'il sait que profondément, le cinéma fait partie des forces, des piliers de la puissance américaine. La capacité à représenter le monde, c'est ça la culture, c'est aussi la capacité à représenter le monde, donc à donner aux autres sa propre vision du monde. Alors, c'est valable à l'échelle d'un artiste. Un artiste, c'est celui qui partage avec d'autres, ses lecteurs, ses spectateurs, etc., une certaine vision qu'il a, sa conception de la réalité. Je ne parle pas de vérité, hein, je parle de conception de la réalité. Et à l'échelle d'un pays, quand on défend comme ça une culture, c'est aussi parce qu'on doit développer une capacité comme ça à projeter à l'extérieur une certaine vision du monde. Et ça marche très bien pour les États-Unis. Mais ceci dit, ça ne marche pas si mal pour la France. Parce que grâce à un système, bon, le CNC, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez ça, mais après-guerre, ça a été d'ailleurs aussi un combat politique au moment du plan Marshall,
les artistes se sont mobilisés en disant attention, le plan Marshall ne peut pas avoir comme contrepartie justement le fait qu'on n'ait plus que des films américains dans nos salles. Et donc on a développé à ce moment-là le système de financement du cinéma français et du cinéma européen. Mais aujourd'hui, quel que soit le jugement qu'on peut porter sur la qualité des films, il y a quand même 200... D'abord, en France, il y a 200 millions de spectateurs en France chaque année dans les salles. Et puis on exporte le cinéma français. Le dernier chiffre que j'avais, c'était 120 millions de places vendues pour des films français à l'étranger. Ce qui fait de la France le deuxième exportateur au monde pour le cinéma. Ce qui est assez formidable. Alors le troisième grand pays de cinéma aujourd'hui, c'est l'Inde. Bon, c'est aussi une tradition depuis longtemps. Mais eux exportent beaucoup moins. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, ils exportaient beaucoup moins. Mais ils ont exactement compris et ils ont développé la même vision très politique du cinéma, puisque dans les films de Bollywood, vous avez, un peu à la manière des James Bond, ça se passe toujours sur l'ensemble de l'immense territoire indien, et donc il y a des scènes qui se passent dans le Cachemire, cette dimension politique, le Taj Mahal, le Tamil Nadu, etc. Et donc ça crée là encore un imaginaire commun à ce milliard et quelques d'Indiens qui ont besoin d'avoir des ciments, notamment des ciments culturels qui sont quand même les plus efficaces qui soient. On va quitter un peu le cinéma, mais on va rester pour autant dans le monde de la culture. Vous êtes avant tout professeur de lettres, agrégé dans la ligne. Et donc, comment on enseigne aujourd'hui la littérature dans les collèges, dans les lycées? Ah, j'ai pas enseigné depuis longtemps quand même, hein, mais... Comment vous le feriez maintenant? Moi, je crois que on l'enseigne plutôt, enfin, avec des contraintes. Jean-Michel Blanquer pourrait en se parler. Ça, c'est ça, c'était... Dès que je suis même mise aux mathématiques, Jean-Michel Blanquer pourrait en parler sans doute mieux que moi de la manière dont on enseigne aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même clairement une différence entre enseigner aujourd'hui dans un collège, dans un lycée de centre-ville, etc., et enseigner dans un collège de ZEP avec des élèves qui n'ont pas, dont les parents ne parlent pas français, etc. Ça, c'est deux métiers qui sont vraiment très, très différents. Et pour les jeunes enseignants, la difficulté, c'est que finalement, il faudrait envoyer les enseignants les plus expérimentés dans ces établissements très difficiles, et que pour tout un tas de raisons qu'on connaît, c'est pas facile à mettre en place. Donc des jeunes enseignants encore inexpérimentés se retrouvent confrontés avec des élèves qui sont les plus délicats à gérer, les plus difficiles. Et quand vous sortez des études, vous êtes plein de votre compétence disciplinaire, mais vous n'avez pas encore acquis la compétence pédagogique qui s'acquiert évidemment avant tout sur le terrain et dans les salles. Et c'est ça qui est le plus précieux face à des élèves difficiles. Mais enfin, il y a quand même des endroits où ça se passe bien, très bien. Moi, j'ai pas mal de collèges où il y a des populations extrêmement variées. Alors, pour que ça marche, il faut quand même qu'il y ait de la mixité sociale. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est la clé. Mais souvent, les équipes enseignantes, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, je pense que les équipes enseignantes dans les établissements un peu difficiles, mais où il y a de la mixité, sont beaucoup plus soudées, beaucoup plus solidaires, développent du travail en équipe, naturellement, et ont aussi une vraie fierté de ce qu'ils font, se sentent profondément utiles, et ça crée, dans les endroits où ça marche, vraiment des ambiances de travail pour les profs qui sont très, très stimulantes et qui compensent un petit peu aussi la difficulté des publics, hein, parce que ça peut être assez sportif. On a donc eu des classes de plus en plus diverses, la mixité sociale, diversité de toutes formes. Est-ce que pour autant on doit penser à un enseignement qui n'évoluerait pas? On vient évidemment à la question de la disparition des humanités classiques. Est-ce que vous pensez que c'est pas un éternel serpent de mer, cette disparition des humanités classiques, faire disparaître le latin, le grec? Est-ce que c'est pas un problème vieux comme le monde, en tout cas vieux comme l'école républicaine? En fait, on se pose la question pour les humanités classiques, mais après tout, on pourrait se poser la question pour plein de choses. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait apprendre aux élèves ce qui
ne se destinent pas à faire des études de physique. Pourquoi on fait apprendre à des élèves de collège la physique? C'est absolument pas évident. Le problème, c'est la vision strictement utilitariste de l'enseignement et du collège. Parce que je crois que ça, c'est très pénalisant, y compris ensuite pour les élèves dans leur vie professionnelle. Parce que ce qu'on attend de gens aujourd'hui, c'est des gens qui soient capables d'avoir différents moments dans leur carrière. On sait très bien que personne ne peut plus aujourd'hui être embauché dans une entreprise à 18 ou 20 ans et puis faire toute sa carrière jusqu'à sa retraite. Donc il faut des gens qui puissent s'adapter, changer, s'adapter à des nouveaux environnements de travail. Et pour ça, avoir une formation large, un petit peu universaliste, c'est quand même, à mon sens, une garantie. Outre le fait que ça forme des citoyens éclairés, que l'histoire, la réflexion sur le passé, ça fait partie aussi de la manière qui nous permet de comprendre le présent, les risques du présent, etc., de se construire en société, de vivre avec les autres. Donc moi, ce qui me gêne, c'est ça. J'ai toujours été très gênée par ceux qui voulaient faire, qui disaient « Ah, mais au collège, on fera apprendre aux élèves à écrire des CV ou des lettres de motivation. » Je crois que si on apprend aux élèves à bien écrire en français, ce que c'est que le style épistolaire, on peut très bien leur faire lire les lettres persanes, voir les liaisons dangereuses, qui sont un peu plus grands, sans que ça nuise, à mon avis, à leur capacité ensuite à écrire des lettres de motivation. Donc je crois qu'on a toujours intérêt. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le débat aujourd'hui qui dit élitisme contre égalitarisme. Je pense que ça, c'est une mauvaise manière de poser le débat. Considérer qu'on fait du latin ou du grec parce qu'on est élitiste, c'est faux. Au contraire, le latin et le grec, ça sert à comprendre comment est construit le français d'aujourd'hui. Quand on connaît un petit peu l'étymologie des mots, on possède beaucoup mieux les mots de sa propre langue, les mots du français. Évidemment, c'est la culture, c'est la base de la démocratie d'ailleurs. La démocratie grecque, le droit romain, on a aussi besoin quand même d'avoir quelques repères comme ça, spatio-temporels et littéraires et historiques pour pouvoir se repérer dans le monde, en France, en Europe aujourd'hui. Et vous parlez de démocratie, de formation du citoyen par ce triptyque en fait, de l'école, la culture, la République. Et quand on s'intéresse, quand on lit vos textes, une véritable passion républicaine est manifeste. Est-ce que précisément, vous n'êtes pas à l'intersection de ces trois pôles, école, culture, République, et que votre propre passion pour la République n'est-elle pas guidée par ce goût pour la culture, pour l'être? Est-ce que c'est pas parce que la République serait une espèce de garante, de figure tutélaire, de gardienne de la culture? Je pense que en France, en tout cas, la République a été, s'est beaucoup nourrie de l'imaginaire véhiculé par la culture, par les artistes, par les écrivains, et que ça a été très précieux pour justement la constitution de notre nation, la fierté, mais positive, pas une fierté nationaliste qui cherche à exclure les autres, mais ce message universaliste sur lequel il ne faut pas cracher aujourd'hui. Ce message, c'était un beau message, le message de l'universalisme des Lumières, par exemple, parce qu'on parle beaucoup des Lumières. Moi, je trouve que quand on est un individu dans un pays laïque, un individu qui croit en la démocratie, qui croit dans la liberté individuelle, l'esprit des Lumières, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. L'idéal de libération, d'émancipation de l'individu. Après, si on se place d'un point de vue religieux, spirituel, évidemment, ce n'est pas ce genre de modèle-là qu'on va développer. Mais moi, je considère que, enfin pour moi en tout cas, l'idéal démocratique, c'est un idéal d'égalité qui ne veut pas dire égalitarisme, d'égalité entre les citoyens à la base, et c'est cette aspiration humaniste justement véhiculée par les Lumières. Et la République, la Révolution française est quand même le prolongement de ça, la République est le prolongement de la Révolution, et
les héritiers de ça aujourd'hui. Alors évidemment, ça vient se percuter tout un tas de choses, la mondialisation, le retour du religieux, mais la force de cette idée, l'école en est l'un des piliers, l'école républicaine en est l'un des piliers, la Troisième République et les fameux hussards noirs ont quand même créé quelque chose, on peut être moqueur, mais quand même c'était franchement quelque chose d'extraordinaire comme ciment national et comme idéal. On doit être fier de ça, on doit assumer cet héritage-là. C'est drôle que vous parliez des hussards noirs de la République parce que en lisant un petit peu votre biographie, j'ai pensé au personnage de Charles Péguy, à la façon dont la culture, les lettres avaient contribué à son passage d'une famille modeste à la figure du grand écrivain, de l'homme de lettres modèle de la Troisième République. Ah ben, j'aime beaucoup. Notre jeunesse, c'est un livre magnifique. Voilà, c'est quelqu'un qui a... justement, lui, il est l'incarnation de ça, de cet idéal, mais comme d'autres d'ailleurs. Hein, si on lit le livre de Louis Guillou, c'est aussi ça. Enfin, bon. Donc, la France a produit, grâce à ce système, grâce à cette méritocratie républicaine, quand même beaucoup de belles choses. Et un formidable idéal d'intégration de tous ceux qui arrivaient de partout, et pas seulement d'ailleurs, hein, je veux dire l'intégration sociale aussi. Donc, bien sûr, il y a eu des excès sur, on a empêché des gens de parler leur langue régionale, le breton, enfin bon, des choses comme ça. Ça, je ne nie pas, mais je pense quand même que la force mobilisatrice, unificatrice, et non pas homogénéisatrice de ce modèle est quelque chose d'exceptionnel. Je trouve ça beaucoup plus fort, à mon sens, et beaucoup plus stimulant qu'un modèle strictement communautaire et basé sur un poids du spirituel, une transcendance dans la société qui finalement nie à l'individu sa propre liberté, sa propre capacité à inventer sa vie, construire son destin seul. Et donc si culture et république sont si liées, comment la République peut prendre en charge certains auteurs comme Brasillac, Maurras? Ah bah ça fait partie c'est des pages noires, mais en même temps avec des gens qui avaient du style. Hein. Ça c'est voilà. Moi je pense qu'il faut les lire. Un livre n'est jamais dangereux en soi. C'est la lecture. Si on a les outils pour le lire d'une manière et pour le déconstruire. Donc ils doivent. Après, la question, c'est plutôt est-ce qu'il faut leur rendre hommage? Il y a eu ce débat il y a quelques années, est-ce qu'il fallait rendre hommage à Céline dans les grandes commémorations? Donc, je ne pense pas que les grandes commémorations sont forcément l'alpha et l'oméga de la politique culturelle. Voilà, c'est pas... bon. Mais ensuite, est-ce qu'il faut lire Céline? Bien sûr, il faut lire Le Voyage au bout de la nuit. Mais après, Bagatelle pour un massacre, non, ça n'a aucun intérêt. Littérairement, politiquement, c'est une abomination. Donc, merci beaucoup, Olivier Petit. Merci à vous. On va maintenant passer aux questions. Si vous pouvez vous présenter, être assez concis dans vos questions. Bonsoir, Madame Filippetti. Merci pour votre présence sur cette noble assemblée. J'ai deux questions à vous poser. La première porte sur le Parti socialiste. Pensez-vous que les deux grands courants qui cohabitent actuellement au sein du parti puissent coexister à terme, ou pensez-vous qu'on s'achemine peu à peu vers peut-être un certain éclatement de la formation politique et plus généralement d'une recomposition du paysage français, enfin du paysage politique français? Et ma deuxième question est plus institutionnelle. N'ayant pas lu la motion que vous défendrez au prochain congrès du Parti socialiste, pourriez-vous m'expliquer de manière plus détaillée ce que vous définissez comme, ce que vous
voulez dire par 6ème République. Voilà, merci. Alors, je pense avoir un petit peu répondu sur la 6ème République. Je considère clairement qu'il faut un régime plus parlementaire en France. Voilà, avec une responsabilité qui revient au Premier ministre, il est la politique de son gouvernement, il est responsable devant le Parlement, etc. etc. Et je crois qu'il faut en finir avec l'idée d'un président de la République qui s'ingère dans d'autres domaines que simplement la politique étrangère, c'est lui, et puis il incarne l'unité de la nation. Et celui qui doit vraiment mener la politique, notamment la politique économique, c'est le Premier ministre qui doit en définir les lignes parce qu'il emporte la responsabilité devant le Parlement. Voilà, globalement, un régime plus parlementaire. Concernant le début de la question sur la motion, est-ce que ça va éclater ou pas? Non, je ne pense pas que le Parti socialiste va éclater. Enfin, tout dépend. La répartition des voix, ça risque sans doute d'être plus serré que ce que pense la motion qui s'est autoproclamée majoritaire. Parce que c'est pas parce que vous réunissez tout le monde derrière un texte qui dit tout et son contraire, que, enfin tout le monde, je veux dire, tous les ministres, les grands élus, etc., que vous avez forcément les militants avec vous. Les militants, il y en a beaucoup qui sont partis, ceux évidemment qui sont partis, c'était ceux qui étaient les plus critiques. Donc, après oui, ils étaient plutôt proches de nous. Mais ce que je constate sur le terrain, c'est que quand même, il y a un doute. Le doute, c'est pas nous qui l'avons inventé, il est né d'un désarroi et des défaites électorales, de la montée du Front National, des inquiétudes sur l'avenir, évidemment. Donc, mais personne n'a envie de quitter le PS aujourd'hui. On a envie de réorienter la politique qui est menée pour qu'elle soit capable de nous faire gagner en 2017. Et c'est pas pour diviser le PS qu'on fait ça. C'est parce que, et là on a une divergence vraiment stratégique avec les partisans de la ligne de soutien absolu et sans condition quasiment au gouvernement. Nous on dit mais ce n'est pas en disant tout va très bien Madame la Marquise qu'on arrivera à gagner en 2017, du jour au lendemain. On ne peut pas faire non plus le pari qu'on va se retrouver au deuxième tour face au Front National et que ça va suffire à faire réélire François Hollande, parce que ça c'est un pari qui devient de plus en plus dangereux. On ne sait pas aujourd'hui comment se comporteraient des électeurs dans 2 ans par rapport à Marine Le Pen, parce qu'elle a quand même fait un travail de dédiabolisation de son parti, d'elle-même, encore renforcé par l'exclusion de son père maintenant. Voilà, donc on ne sait pas. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver avec, en 2017, la roulette russe. Donc nous, on considère qu'il faut dire les choses clairement, que le congrès, le temps du congrès, c'est le temps pour le faire, que ça ne nous affaiblit pas, que le débat ne nous affaiblit pas, au contraire, il peut nous renforcer. Bonsoir Aurélie Pipetti. Alors moi j'aurais 2 questions qui sont un petit peu différentes, enfin, qui n'ont rien à voir en fait entre elles. La première c'est comment est-ce que vous conciliez votre volonté à tout prix de préserver les emplois de Florange et votre quête de l'éco-responsabilité, parce qu'en fait on peut se dire qu'en fermant finalement certains emplois typiquement industriels, on peut après investir dans les emplois plus éco-responsables. Et la deuxième question c'est aussi une question de contradiction. Comment est-ce que vous conciliez votre soif de démocratie avec le fait qu'aujourd'hui dans le monde culturel et en tout cas dans l'art pictural, c'est principalement tout ce qui est de l'art contemporain qui reçoit des financements publics. Donc tout l'art contemporain est extrêmement financé depuis l'époque de Mitterrand finalement par les politiques publiques, alors que c'est un art qui est essentiellement incompris des Français, en tout cas assez élitiste et qui reste loin en fait de la compréhension. Alors sur Florange, enfin sur les emplois industriels en général, dans le cas précis de Florange, il y avait un très beau projet qui visait à capter le CO2. Donc au contraire, on faisait ainsi de la sidérurgie, on fabriquait de l'acier d'une manière infiniment plus propre que ce qui est fait dans les hauts fourneaux traditionnels. Donc on avait le moyen de concilier la préservation de l'emploi et l'orientation vers davantage d'éco-responsabilité. Même si évidemment, pour produire de l'acier, évidemment ça pollue un petit peu. C'est pour ça que moi je ne suis pas favorable à la décroissance. Je
j'ai dit qu'il fallait de la croissance. Mais il faut le faire en limitant au maximum les émissions, bien entendu. C'est possible grâce à ces nouvelles technologies qui sont développées, qui s'appliquent en Allemagne, dans pas mal d'endroits, pas mal de sites sidérurgiques allemands. Et je pense aussi plus généralement qu'on ne doit pas opposer l'emploi industriel à l'écologie. Parce que ça, c'est ce qui a un petit peu perdu, je dirais, ou fait du tort à l'écologie pendant des années et des années. C'est-à-dire de dire soit on est pour l'industrie, soit on est pour la nature, entre guillemets. Mais l'écologie, c'est pas que la défense de la nature. C'est défendre un certain modèle de croissance qui a besoin aussi d'une part d'industrie, c'est sûr. Mais pour justement que les classes populaires, les catégories populaires puissent soutenir un projet qui soit écologiquement responsable, il ne faut pas non plus qu'elles aient l'impression que ça va les priver de leur emploi, ou qu'on va tout simplement aller faire produire des activités polluantes à l'autre bout du monde. Parce que voilà, là il y a un vrai risque d'incompréhension pour le coup politique, voire d'accusation d'élitisme bobo, etc. Alors sur l'art contemporain, alors il y a art contemporain et art contemporain. Parce que c'est vrai qu'on finance, notamment les collectivités financent les commandes publiques. Ça c'est quelque chose de formidable, parce que c'est 1% ou des commandes que passe telle ou telle collectivité à des artistes donc contemporains et qui sont placés dans l'espace public. Et en général, il y a des exceptions, mais quand même en général, d'abord les artistes sont toujours très motivés par les commandes publiques et donc ils passent du temps à travailler sur les lieux avec les gens, avec les habitants pour trouver le projet qui soit le plus adéquat. Et en général, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est vraiment une réappropriation totale de l'œuvre artistique par la population, et y compris par des gens qui sont de milieux très populaires, très simples. J'ai souvenir par exemple d'avoir inauguré un jour dans une zone très rurale une œuvre d'art, c'était une sorte de maison, ça s'appelait Ghost Guest House, donc une maison fantôme comme ça, créée par deux artistes contemporains, donc c'était ultra contemporain. Et les gens de ce petit village de 800 âmes, il y avait une dame qui est venue nous voir en disant ah ben, nous on est vraiment fiers d'avoir ça chez nous, parce que nous aussi on a le droit à l'art contemporain. Qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas des ploucs. Et voilà, ça m'a laissé pantois, mais c'est très juste. Moi j'ai vraiment constaté, que ce soit dans la Meuse, dans la Creuse, où j'étais allée inaugurer une œuvre qui était une sorte de radeau, le radeau de Ninsino, un radeau flottant comme ça, éphémère, qui descendait les boucles de la Creuse, là. Et tous les gens des villages étaient vraiment très fiers. Ils venaient parce qu'il se passait quelque chose. Il y avait un artiste international qui était là pour eux, il y avait un travail qui était développé autour de cette œuvre dans l'espace public. Et ça marche très bien. Il suffit que ce soit fait d'une manière intelligente. Et voilà, souvent les artistes qui font ça, ils le font parce qu'ils sont convaincus de ça. Donc ils développent autour de ça des projets, ce qu'on appelle des médiations, entre guillemets. Enfin, c'est tout simplement expliquer aux gens leur projet, comment, pourquoi. Et souvent les gens sont très fiers, très contents de pouvoir y participer. Donc ça c'est voilà, ça c'est les œuvres dans l'espace public. Après si on prend les expositions d'artistes contemporains, ça c'est pas tellement financé par de l'argent public, c'est plutôt privé. Et mais sinon dans les musées, si on prend, même si c'est pas le plus contemporain, enfin, dans les musées d'art moderne et contemporain, on a la même diversité sociale que dans les musées universalistes comme le Louvre ou les musées d'histoire plus ancienne ou le musée d'Orsay, etc. On a la même diversité culturelle. Il y a une vraie curiosité et même une appétence pour l'art contemporain dans beaucoup de catégories de la population. Dernière question peut-être. Et c'est peut-être spécifiquement, je suis un peu bavarde là-dessus, mais c'est passionnant parce que c'est peut-être spécifique à la France. C'est vrai que depuis les années de Jacques Lang, il y a eu un tel investissement dans
d'investissement public, dans les démarches, pour faire connaître ce que c'était de l'art contemporain, etc., que ça a vraiment produit ses effets en profondeur dans la population française. On est un pays où les gens sont très curieux de tout ce qui est culturel, artistique, ils vont au musée, ils vont voir des œuvres, ils s'interrogent dessus, ils râlent, il y a des débats et tout, mais c'est bien, ça fait partie vraiment de leur vie, et ça c'est quand même une spécificité et une réussite de la politique culturelle française. Bonjour. Deux questions. La première concernant les élections législatives à venir qui vont suivre les élections présidentielles. Êtes-vous pour la proportionnelle, sachant que vous avez parlé de roulette russe précédemment, quel est le jeu pour les législatives si ce n'est pas la roulette russe également? Deuxième question, les élections anglaises ont marqué le succès de David Cameron et sa promesse d'un référendum sur l'Europe. Les Français ont massivement rejeté la Constitution européenne, qui était toutefois posée par voie d'imposition. Les promesses de campagne de François Hollande étaient de renégocier les traités européens, aucune renégociation n'a été menée. Vous avez émis un certain nombre de remarques pertinentes sur les critiques qu'on peut adresser à l'Europe, et pourtant vous avez dit « je tiens à dire je suis pour l'Europe ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 3 phrases pourquoi vous êtes pour l'Europe, sachant ce qui se passe, ce qui risque de se passer dans les mois qui viennent? Alors, mais je suis pour l'Europe parce que c'est un beau projet, l'Union européenne. C'est la devise unie dans la diversité, c'est magnifique. L'Europe des étudiants, l'Europe d'Erasmus, l'Europe des artistes, de la culture. Voilà, c'est l'idée que des peuples puissent se réunir dans ce qui n'est pas une fédération, mais une sorte d'ovni ou d'apax comme ça politique. Je trouve que c'est un très bel idéal et on a besoin d'idéal et on a besoin même d'utopie en politique et dans la société. Donc ça, c'est une très belle idée, l'Europe. Il ne faut pas jeter l'idée européenne avec l'eau du bain de l'austérité bruxelloise. Mais après, les institutions européennes aujourd'hui ne marchent pas, ça c'est très clair. Pour avoir vécu un Conseil des ministres européens où on est 27 à réfléchir sur la politique culturelle de l'Europe en 2020, et chacun des ministres a 1 minute pour donner sa vision de la politique culturelle de l'Europe en 2020, voilà, il y a un côté... et les gens viennent de tous les bouts de l'Europe, ils viennent faire une journée de transport pour ça. On se dit, bon, ça ne va pas. Sur l'exception culturelle, on a eu des batailles épiques en 2013 contre la Commission qui voulait n'en faire qu'à sa tête, alors qu'il y avait, là encore, on avait 16 ministres de la culture qui étaient tous contre le fait de lâcher sur l'exception culturelle. C'était un acquis de 93, mais il fallait se battre. Donc voilà, aujourd'hui, le fonctionnement institutionnel européen ne marche pas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que peut-être, si en 2005, on avait eu le traité, peut-être que ça marcherait mieux aujourd'hui. Mais je comprends ceux qui disent « Ah oui, mais c'est parce qu'on nous a imposé ensuite un traité qui n'avait pas été accepté par les peuples. » Donc, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il faut reconstruire un modèle institutionnel, peut-être en partant d'un noyau de ceux qui auront envie de s'y engager. Et si les Britanniques veulent sortir, enfin en tout cas, eh bien ils sortiront, et puis c'est tout. Et puis ensuite, il faut définir ce qui doit relever du fédéral et ce qui doit relever du national. Et renforcer ce qui doit relever du fédéral et protéger totalement, en revanche, ce qui doit relever des politiques nationales, je sais pas, l'éducation. Bon. Mais l'idée européenne en elle-même, c'est une belle idée. Parce que, d'abord, c'est une idée qui vient s'opposer au nationalisme, et ça, voilà, on sait très bien que le nationalisme, c'est la guerre, et pas seulement la guerre, malheureusement. C'est aussi une idéologie de repli sur soi. Alors ensuite, la première question, c'est les législatives. J'ai été longtemps partisane de la proportionnelle. Et ça m'inquiète aujourd'hui pour 2 raisons. Enfin, si c'était une proportionnelle intégrale, aujourd'hui, je pense que politiquement, ce serait une catastrophe. Pas seulement parce que le Front National aurait, je sais pas, 30% de députés, c'est pas... mais surtout parce qu'on aurait du coup uniquement des députés qui seraient choisis par les partis et plus du tout élus sur des territoires.
Alors, en disant ça, je me rends compte que je dis des choses que, quand j'étais plus jeune, que j'étais pas encore députée, j'entendais les vieux députés dire ça, je me disais, oh, mais ils sont conservateurs et tout. Pour l'avoir vécu après, un petit peu sur le terrain, je vous disais tout à l'heure, moi je suis pour que, quand on fait de la politique, on doit être élu. Et on doit être élu quelque part. Et c'est quand même pas pareil d'être élu sur une liste et d'être élu sur un territoire. Vous avez des comptes à rendre, beaucoup plus quand vous êtes sur un territoire. Vous incarnez votre territoire et surtout voilà, les électeurs de ce territoire, les Français de ce territoire. Et ils se sentent représentés par vous, en personne. Il y a un lien qui se crée. Et ça vous donne une responsabilité encore plus forte. Donc, quand on est sur une liste, c'est pas pareil. C'est une vision un peu plus individualiste, je dirais. Et je trouve que ça serait donc dangereux pour cette raison qu'on ait une proportionnelle intégrale. Bon, après, on peut imaginer un système à l'allemande, un peu mixte, pour pouvoir compenser les effets d'élimination de certains partis qui sont importants par le scrutin majoritaire. Mais d'ailleurs, en ce qui concerne le Front National, la vraie inquiétude, c'est que bientôt, ils vont réussir à avoir des élus, d'ailleurs, ils ont commencé déjà, y compris au scrutin, avec le mode de scrutin majoritaire. Donc, ça ne les empêchera pas d'avoir des élus. Et je crois quand même que ce lien avec le territoire, il est absolument indispensable. Et merci Aurélie.